Le jour de mon 20e anniversaire, ma famille s'est envolée avec ma sœur pour Rome, la qualifiant de « la seule qui nous rend fiers ». Un mois plus tard, à son mariage, ils m'ont placé à côté des toilettes. Puis un inconnu s'est assis à côté de moi et a dit « S'il vous plaît, suivez-moi simplement ». Quand il s'est levé pour parler, tout le monde s'est retourné, choqué. Je m'appelle Annabelle et j'ai passé toute ma vie à être invisible pour ma propre famille. Claudia était l'enfant prodige. Elle a été diplômée de Stanford avec mention, est devenue avocate d'affaires dans l'un des meilleurs cabinets de Denver, et épousait maintenant Gregory, dont la famille possédait une chaîne d'hôtels de luxe. Elle était belle, réussissait dans la vie et attirait l'attention simplement en existant. Mes parents l'adoraient. J'étudiais l'éducation dans une université d'État parce que je voulais devenir enseignante. Mon père m'a dit un jour que c'était un gaspillage de mon potentiel. Ma mère avait juste l'air déçue chaque fois que je mentionnais ma spécialité. Je vivais à la maison, non pas parce que c'était pratique, mais parce que Claudia avait vécu à la maison pendant ses études universitaires, donc je devais le faire aussi. Peu importait que Claudia ait une aile entière de la maison alors que j'avais une chambre à peine plus grande qu'un placard. Je me suis réveillé le jour de mon anniversaire dans un silence complet. La maison était vide. Ils étaient partis à l'aube sans me réveiller, sans dire au revoir, sans reconnaître que ce jour pouvait avoir de l'importance pour moi. J'ai traversé la cuisine immaculée que ma mère avait nettoyée avant de partir, effaçant toute trace de leur existence, pas de gâteau d'anniversaire, pas de ballon, pas de cartes, juste des comptoirs en granit froid et l'écho creux de mes propres pas. Mon téléphone a vibré avec un SMS de ma meilleure amie, Victoria. Joyeux anniversaire. Un café plus tard? Au moins, quelqu'un s'en souvenait. J'ai passé la journée à faire les choses machinalement, les cours, la prise de notes, en prétendant que tout allait bien. Victoria m'a emmené dîner dans un petit restaurant italien, ce qui ressemblait à une blague cruelle puisque ma famille dînait actuellement en Italie même. Elle voulait bien faire, et j'appréciais son effort. Mais le poids dans ma poitrine ne voulait pas se soulever. Ils finiront par comprendre, a dit Victoria en mangeant ses pâtes, son expression sympathique. Mais elle ne comprenait pas. Sa famille était chaleureuse et chaotique. 5 frères et sœurs en compétition constante pour l'attention de la meilleure des manières. Elle ne pouvait pas comprendre ce que signifiait être perpétuellement ignoré par les personnes qui étaient censées vous aimer le plus. Quand je suis rentré ce soir-là, j'ai trouvé un autre SMS de ma mère. Nous avons prolongé le voyage jusqu'au week-end. Claudia a trouvé le lieu parfait. Tu devrais voir ça. Absolument magnifique. Même pas une excuse pour avoir manqué mon anniversaire. Juste une mise à jour sur la vie parfaite de Claudia, livrée avec toute l'émotion d'un bulletin météo. Je me suis allongé dans mon lit cette nuit-là en me demandant ce que j'avais fait pour mériter cette distance. Avais-je été une enfant difficile, trop calme, pas assez ambitieuse? J'avais passé 20 ans à essayer de comprendre la formule qui ferait que mes parents me regardent de la même manière qu'ils regardaient Claudia, mais je n'étais pas plus près de la résoudre. Les préparatifs du mariage ont occupé les 3 mois suivants. Chaque conversation au dîner tournait autour de Claudia. Le lieu, les fleurs, la robe, la liste des invités, le menu. Ma mère a quitté son travail à temps partiel pour se consacrer entièrement à l'organisation. Mon père travaillait des heures supplémentaires pour payer tout ce que Claudia voulait. Et je continuais à me faire plus petite, plus silencieuse, moins un fardeau. Tu es invité, évidemment, a dit Claudia un soir au dîner, en levant à peine les yeux de son téléphone. Merci, ai-je répondu doucement. Eh bien, tu aideras à la mise en place, a ajouté ma mère. Tu peux te rendre utile. Pas être dans le cortège, pas partager la joie en tant que sœur. Aider à la mise en place, comme du personnel engagé. L'invitation est arrivée en avril. Du papier cartonné épais avec des lettres dorées. La mienne est arrivée par la poste comme celle de tout le monde, pas remise en main propre. En bas, en petits caractères, il était mentionné que les plans de table seraient distribués sur place. Quelque chose dans cette formulation m'a retourné l'estomac, bien que je ne puisse pas expliquer pourquoi. Mais a apporté un chaos croissant. Ma mère est devenue complètement obsédée par la perfection. Mon père a signé chèque après chèque, et j'ai étudié pour mes examens finaux, assisté aux cours, et me suis senti de plus en plus comme un fantôme dans ma propre maison. La semaine avant le mariage, ma mère m'a fait asseoir avec une liste de tâches, arriver tôt pour arranger les cartons de table, organiser la table des cadeaux, me rendre utile sans être visible. C'est le jour de Claudia, a-t-elle dit fermement.
Tout doit être parfait. J'ai compris exactement ce qu'elle voulait dire. J'ai compris où était ma place. J'ai compris que mon 20e anniversaire ne serait plus jamais mentionné. J'ai compris que ma valeur ne tenait qu'à ce que je pouvais faire, pas à qui j'étais. La veille du mariage, j'ai envisagé de ne pas y assister. Qui remarquerait même mon absence? Mais l'obligation me retenait. Demain serait le jour parfait de Claudia, et je serais exactement là où j'ai toujours été, invisible, utile seulement en cas de besoin, et totalement seul. Le matin du 12 juin est arrivé avec un temps magnifique. Je me suis habillé avec soin dans une robe bleu pâle que j'avais achetée avec Victoria, j'ai appliqué un maquillage minimal et j'ai fixé mon reflet. J'avais l'air fatigué, 20 ans et déjà épuisé par ma propre vie. Le jardin botanique s'étendait sur des hectares de terrain parfaitement entretenus. Je suis arrivé à 8 heures comme demandé, trouvant le lieu déjà en pleine effervescence. Les organisateurs de mariage criaient des ordres. Les fleuristes tissaient des rubans dans des arrangements élaborés. Les musiciens testaient leur équipement sous une arche de roses blanches. Ma mère m'a repéré immédiatement et s'est précipitée vers moi, un presse-papier à la main, le stress irradiant de chaque mouvement. Enfin. Les cartons de table sont un désordre complet. Quelqu'un a mélangé tous les plans de table. Règle ça. Elle m'a fourré des papiers dans les mains et a disparu avant que je puisse répondre. Je suis resté là, tenant la liste froissée, sentant le poids familier d'être à la fois nécessaire et méprisé. Les cartons de table étaient éparpillés sur une table sans organisation. J'ai passé 2 heures à les trier, à vérifier les noms par rapport au numéro de table, en m'assurant que chaque invité saurait exactement où il devait s'asseoir. L'ironie ne m'a pas échappé. Vers 10 heures, Claudia est arrivée avec ses demoiselles d'honneur, un tourbillon de robes émeraudes et de rire au champagne. Elle était magnifique dans sa robe sur mesure, la dentelle et la soie flottant autour d'elle comme dans un rêve. Les photographes ont immédiatement afflué, capturant chaque angle. Personne ne m'a demandé de figurer sur les photos. Personne n'a reconnu ma présence du tout. J'ai fini les cartons de table et je me suis dirigé vers la table des cadeaux, arrangeant les paquets avec soin. Les invités ont commencé à arriver vers 11 heures. Je les ai regardés entrer, vêtus de leurs plus beaux atours, se saluant avec chaleur et excitation. Victoria m'a trouvé près du fond vers 11h30, me serrant fort dans ses bras. « Tu tiens le coup ? » ?»« Je vais bien », ai-je menti automatiquement. Nous avons trouvé des places ensemble, ce qui me convenait parfaitement. Je voulais observer sans être observé, survivre à cette journée sans incident. Mais 30 minutes avant la cérémonie, ma mère est de nouveau apparue. Il y a eu un changement de plan de table. Nous avons eu plusieurs ajouts de dernière minute. Nous devons accueillir tout le monde correctement. D'accord, dis-je lentement. Où devrions-nous nous asseoir? Victoria peut rester ici, mais nous avons besoin de toi à la table 17. J'ai sorti le plan de table que j'avais mémorisé en l'organisant. La table 17 était dans le coin le plus éloigné de la zone de réception, nichée près des toilettes. La table de débordement, la table pour les parents éloignés et les invitations obligatoires. C'est à côté des toilettes, dis-je doucement. C'est là que nous avons besoin de toi. S'il te plaît, ne rends pas les choses difficiles. Victoria me regarda, horrifiée. Annabelle, non. Tu es sa sœur. C'est bon, m'entendis-je dire, bien que ma voix sonne creuse et distante. Ce n'est pas bon. C'est cruel. Mais que pouvais-je faire? Provoquer une scène, prouver chaque hypothèse négative que ma famille avait faite sur moi. J'ai serré la main de Victoria et je me suis dirigé vers la table 17, chaque pas plus lourd que le précédent. La table était exactement aussi humiliante que je l'avais craint. Nichée derrière des buissons fleuris qui bloquaient partiellement la vue, positionnée si près des toilettes que je pouvais entendre la plomberie. Les autres sièges étaient vides, les cartons de table montrant des cousins éloignés qui n'arriveraient probablement pas avant la réception. Je me suis assise seule, luttant contre les larmes qui menaçaient de ruiner mon maquillage. Autour de moi, le lieu se remplissait de rires et de conversations. Le quatuor à cordes a commencé à jouer. Les invités ont pris place en rangs ordonnés, chacun positionné selon son importance dans la vie de Claudia, et moi, j'étais assise à côté des toilettes, invisible même dans une foule de 300 personnes. La cérémonie commencerait dans 15 minutes. J'ai envisagé de partir, de simplement me lever et de m'en aller, sans jamais regarder en arrière. Mais la paralysie me tenait figé. Une combinaison d'obligation et d'autopunition,
me forçant à être témoin de ma propre insignifiance. J'ai pensé à ma grand-mère, décédée il y a 3 ans. Elle avait été la seule personne de ma famille à me voir vraiment. Elle me glissait du chocolat quand mes parents ne regardaient pas, me racontait des histoires, me faisait sentir que je comptais. Sa mort m'avait dévasté. Mais mes parents avaient expédié les funérailles, désireux de surmonter le deuil, et étaient retournés célébrer Claudia. 10 minutes avant midi, quelqu'un s'est assis à côté de moi. J'ai levé les yeux, surprise. La chaise à côté de la mienne était censée être vide, mais maintenant un homme occupait l'espace, et il n'était certainement pas de la famille. Il était saisissant. Des cheveux sombres, une mâchoire forte, un costume anthracite parfaitement taillé. Ses yeux étaient d'une nuance de gris inhabituelle, intelligent, et entièrement concentré sur moi. « La place est prise » a-t-il demandé, bien qu'il se soit déjà assis. « Je pense qu'elle est censée être vide » ai-je dit, confuse. « Êtes-vous sûr d'être à la bonne table ?»« Absolument certain » a-t-il dit en tendant la main. « Je suis Julian. » J'ai serré sa main automatiquement, sentant une chaleur se propager de sa paume à la mienne. « Annabelle. »« Je sais » a-t-il dit, et quelque chose dans son ton a fait battre mon cœur. « Je vous cherchais. » Avant que je puisse demander ce qu'il voulait dire, il s'est penché plus près, sa voix baissant à peine à un murmure. « S'il vous plaît » a-t-il dit, ses yeux gris retenant les miens avec une intensité qui a fait disparaître tout le reste. « Suivez-moi simplement. » Quoi? Je le fixais, certaine d'avoir mal entendu. « Vous suivre où ?» Mais il se levait déjà, ajustant sa veste, attendant. Sa main tendue vers moi, une invitation que je ne comprenais pas. Le quatuor à cordes jouait. Les invités murmuraient. Quelque part à proximité, ma mère s'assurait que chaque détail était parfait pour l'entrée de Claudia. Et cet étranger incroyablement beau qui connaissait mon nom, me demandait de le suivre. J'aurais dû exiger des explications, j'aurais dû rester à ma place assignée où était ma place. Au lieu de cela, j'ai pris sa main et je me suis levé. « Faites-moi confiance » a dit Julian, ses doigts se refermant sur les miens. Tout est sur le point de changer. Julian m'a éloigné de la table 17 avec une confiance absolue, se faufilant entre les invités assis vers l'avant de l'espace de la cérémonie. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. La confusion m'inondait, se mêlant à quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. « Attendez » ai-je chuchoté de manière urgente, en essayant de libérer ma main. « On ne peut pas aller là-haut. C'est pour la famille. » Exactement, a dit Julian, et le sourire qu'il m'a adressé était à la fois doux et entendu. Nous nous sommes arrêtés à la 3e rangée, côté droit, où mes parents étaient assis avec la famille de Grégory. Les yeux de ma mère se sont écarquillés quand elle m'a vu approcher. Son expression est passée rapidement de la surprise à la désapprobation, puis à quelque chose de proche de la panique. « Annabelle, qu'est-ce que tu fais » a-t-elle sifflé, gardant sa voix basse mais vive. « Tu es censé être à ta table assignée. » Changement de plan, a dit Julian en douceur, son ton agréable mais absolument ferme. Annabelle sera assise ici avec la famille, là où est sa place. Je suis désolé, qui êtes-vous? A demandé mon père, sa précision d'ingénieur exigeant une catégorisation immédiate. Un ami de Grégory, a répondu Julian, ce qui n'était pas vraiment une réponse, et quelqu'un qui croit que la famille devrait s'asseoir ensemble, surtout aujourd'hui. Avant que mes parents puissent formuler une réponse, la musique a changé. Le cortège commençait. Les invités se sont levés, se tournant vers l'allée où Claudia apparaîtrait bientôt. Ma mère m'a lancé un regard qui promettait des conséquences plus tard, mais elle ne pouvait pas discuter maintenant sans provoquer exactement le genre de scène qu'elle avait passé des mois à essayer d'éviter. Julian m'a guidé dans la rangée, nous positionnant au bout, son corps servant de tampon entre moi et mes parents. Je suis resté figé, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Cet étranger m'avait en quelque sorte déplacé de la pire place du lieu à la section familiale, et je ne comprenais pas pourquoi. « Respire » a murmuré Julian, ses lèvres près de mon oreille. « Tout va bien se passer. » Le cortège nuptial a descendu l'allée dans leurs robes émeraudes. Puis la musique a enflé et tout le monde s'est tourné pour regarder Claudia faire son entrée au bras de mon père. Elle était absolument parfaite. La robe captait la lumière du soleil, créant une lueur presque éthérée. Son sourire était serein, confiant, le sourire d'une femme qui n'avait jamais douté de sa place dans le monde. Je l'ai regardé passer, sentant la présence stable de Julian à mes côtés,
et je me suis demandé ce que ce serait de traverser la vie avec une telle certitude. La cérémonie elle-même était belle et traditionnelle. L'officiant a parlé d'amour et d'engagement. Les vœux de Grégory étaient sincères. Ceux de Claudia étaient éloquents et parfaitement livrés. Pas une seule hésitation. Quand ils se sont embrassés, les invités ont éclaté en applaudissements. Ma mère a tamponné ses yeux. Mon père rayonnait de fierté. Et moi, je me tenais à côté d'un étranger qui avait bouleversé toute ma journée pour des raisons que je ne pouvais toujours pas comprendre. Alors que le couple de jeunes mariés remontait l'allée, les invités ont commencé à se diriger vers la zone de réception. Julien s'est tourné vers moi, son expression soudainement sérieuse. « Il faut qu'on parle », a-t-il dit, avant que la réception ne commence, quelque part en privé. « Je ne sais même pas qui vous êtes », ai-je dit, retrouvant enfin ma voix. « Pourquoi avez-vous fait ça ? Mes parents vont être furieux. »« Laisse-les être furieux », a dit Julien, et il y avait quelque chose de dur dans son ton maintenant. « Viens avec moi, s'il te plaît. Je te promets que je t'expliquerai tout. » Contre tout instinct me disant de rester en sécurité et petite, j'ai hoché la tête. Il m'a guidé à travers les jardins jusqu'à un banc isolé sous un saule. Le bruit de la réception était assourdi ici, un bourdonnement lointain de célébration. Il s'est assis et m'a fait signe de le rejoindre. « Commencez à parler, » ai-je dit, en essayant de paraître plus courageuse que je ne l'étais. Julien a pris une grande inspiration. « Je m'appelle Julien Ashford. Je possède une société de capital risque ici à Denver. Grégory et moi sommes allés à l'école de commerce ensemble. Nous sommes amis depuis environ 5 ans. » « D'accord, » dis-je lentement. « Ça explique pourquoi vous êtes ici. Ça n'explique pas pourquoi vous m'avez déplacé. Je t'ai remarqué, » a dit Julien simplement, le mois dernier, au dîner de répétition. Tu te souviens? J'ai réfléchi. Le dîner de répétition avait eu lieu dans un restaurant chic du centre-ville. J'étais assise au bout de la table, parlant à peine, par tantôt avec un prétendu mal de tête. Je ne me souviens pas de vous avoir vu, ai-je admis. Je sais que tu es parti tôt, mais avant, j'ai observé comment ta famille te traitait, ou plus exactement, comment ils ne te traitaient pas. C'était comme si tu étais invisible pour eux. Et j'ai trouvé ça étrange parce que tu étais la seule à cette table qui semblait vraiment gentille. Ma gorge s'est serrée. Vous ne savez rien de moi. Je sais que tu as passé 20 minutes à aider un serveur âgé qui a fait tomber un plateau alors que tout le monde se plaignait. Je sais que tu as remercié chaque membre du personnel par son nom. Je sais que tu avais l'air malheureuse mais que tu es restée quand même parce que tu pensais que c'était la bonne chose à faire. Je le fixais, ne sachant pas comment répondre. Personne n'avait jamais remarqué ce genre de choses chez moi. J'ai posé des questions sur toi à Grégory, a continué Julien. Il a dit que tu étais la sœur cadette de Claudia, que tu vivais toujours à la maison, que tu voulais devenir enseignante. Il l'a dit nonchalamment, comme si tu n'étais qu'une note de bas de page. Et j'ai réalisé que c'est ainsi que toute ta famille te voit. Quelqu'un qui ne compte pas vraiment. Pourquoi ça vous importe, ai-je demandé, la voix brisée. Parce que j'ai aussi grandi invisible, a dit Julien doucement. J'étais le plus jeune de 4 frères. Mon père était un millionnaire autodidacte qui attendait l'excellence. Mes frères ont répondu à ses attentes. J'étais le sensible qui lisait de la poésie et voulait étudier la philosophie au lieu du commerce. J'ai passé 18 ans à m'entendre dire que je n'étais pas assez bon, que je ne cadrais pas. Qu'est-ce qui a changé? J'ai décidé qu'ils avaient tort. Je suis allé à l'école de commerce pour prouver que je pouvais rivaliser dans leur monde, puis j'ai construit quelque chose qu'ils devaient respecter. Mais je n'ai jamais oublié ce que c'était que d'être rejeté par les gens qui étaient censés vous aimer inconditionnellement. Quand je t'ai vu à ce dîner de répétition, j'ai vu le mois de mes 20 ans, alors j'ai décidé de faire quelque chose. J'ai eu du mal à digérer ça. Déplacer ma place était gentil, mais ça ne change rien. Je n'ai pas fini, a dit Julien, sa voix toujours aussi calme. J'ai fait quelques recherches, juste des informations publiques, et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Il a sorti son téléphone et a tourné l'écran vers moi. Il montrait un document juridique dense en texte que je n'ai pas immédiatement compris. Qu'est-ce que c'est? Le testament de ta grand-mère. Elle est décédée il y a 3 ans, c'est bien ça? J'ai hoché la tête, me souvenant de sa chaleur, de son chocolat, de son amour. Elle t'a laissé un fonds en fiducie, $250 000, à débloquer à tes 21 ans.
Le savais-tu? Le monde a basculé. Non, c'est impossible. Mes parents n'ont jamais rien dit. C'est parce qu'ils contrôlent l'information. Ta grand-mère a stipulé que tu devrais en être informé le jour de ton 20e anniversaire, mais tes parents ont décidé d'attendre après le mariage de Claudia. Ils ne voulaient rien qui puisse détourner l'attention de son grand jour. J'ai eu la nausée. Mon 20e anniversaire, l'anniversaire qu'ils avaient sauté pour s'envoler vers Rome. Comment savez-vous ça? J'ai un ami en droit successoral. Il a trouvé le testament dans les archives publiques. Tes parents ne font rien d'illégal, mais éthiquement, c'est discutable. Cet argent est à toi. Ta grand-mère voulait que tu aies des choix. Les larmes me brûlaient les yeux. Pourquoi me dites-vous ça? Parce que tu mérites de le savoir. Parce que ta grand-mère te voyait, même si tes parents ne le font pas. Et parce que je pense que tu devrais avoir toutes les informations avant de décider de la suite. La suite? Julien se pencha en avant, une intensité irradiant de lui. J'ai une proposition, quelque chose qui va tout changer. Mais d'abord, j'ai besoin que tu me fasses confiance encore un peu. Peux-tu le faire? J'aurais dû dire non. J'aurais dû m'en aller. Mais ma grand-mère m'avait laissé de l'argent. Elle avait pensé à moi. Et cet homme m'avait remarqué quand personne d'autre ne l'avait fait. Quel genre de proposition? Julien a souri. Pendant la réception, quand ce sera l'heure des toasts, je vais me lever et parler. Je vais raconter une histoire qui fera que tout le monde te verra différemment. Mais j'ai besoin de ta permission d'abord, parce qu'une fois que j'aurai commencé, il n'y aura pas de retour en arrière. Quel genre d'histoire? Une histoire vraie sur une famille qui a oublié de valoriser quelqu'un de précieux. Sur une jeune femme qui mérite mieux. Sur la façon dont parfois les étrangers nous voient plus clairement que nos propres parents. Mon cœur s'est emballé. Mes parents seront furieux. Oui. Claudia sera probablement en colère aussi. Ça va perturber son jour parfait. Mais voilà le truc, Annabelle. Ta grand-mère voulait que tu aies des choix. Je t'en offre un en ce moment. Tu peux rester silencieuse, rester invisible, continuer à être ignorée, ou tu peux me laisser parler et laisser tout le monde voir ce que j'ai vu. Quelqu'un de gentil, de patient et digne de bien plus qu'une place à côté des toilettes. Des larmes ont coulé sur mes joues. Toute la douleur de mon anniversaire, de chaque rejet, de 20 ans à être la seconde, est montée comme un cri que j'avais réprimé depuis trop longtemps. Est-ce que ça leur fera du mal? Oui, a dit Julien honnêtement. Ça les mettra dans l'embarras, les forcera à affronter la façon dont ils t'ont traité. Mais parfois, les gens ont besoin de souffrir avant de pouvoir changer. J'ai pensé à ma grand-mère, à son amour qui semblait inconditionnel, à l'argent qu'elle m'avait laissé pour que je puisse avoir des options. J'ai pensé à être assise à côté des toilettes, sachant que rien ne changerait jamais à moins que je ne le change. Faites-le, ai-je chuchoté. Racontez votre histoire. Le sourire de Julien s'est élargi. Il a serré ma main. Merci de me faire confiance. Maintenant, retournons à la réception et préparons-nous à ce que tout bascule. L'espace de réception avait été transformé en quelque chose d'un conte de fées. Des draps de lin blanc recouvraient chaque surface. Des lustres en cristal pendaient de structures temporaires. La piste de danse brillait sous un éclairage doux. Le gâteau à 7 étages dominait un coin comme un monument comestible à l'excès et à la perfection. Les invités se mêlaient avec des flûtes de champagne, les rires résonnant dans les jardins. Claudia et Grégory tenaient salon près de la table d'honneur, acceptant les félicitations avec une grâce étudiée. Mes parents les flanquaient comme des gardes fiers, le sourire de ma mère large et sincère d'une manière que je voyais rarement dirigée vers moi. Julien et moi sommes entrés ensemble et j'ai senti les regards se tourner immédiatement vers nous. Des chuchotements ont commencé. Qui était ce bel homme? Pourquoi était-il avec la sœur cadette? L'attention m'a donné envie de disparaître, mais la présence stable de Julien à mes côtés m'a maintenu ancré dans la réalité. Souviens-toi, a-t-il murmuré, tu as ta place ici autant que n'importe qui d'autre. Nous avons trouvé des places à une table plus proche du centre, pas à la table familiale, mais à des kilomètres de ma place initiale. Victoria m'a repéré et s'est précipitée, son expression confuse et intensément inquiète. Qu'est-ce qui s'est passé, a-t-elle chuchoté de manière urgente. Une minute tu étais dans le coin, la suivante tu avais disparu. Ta mère a l'air absolument furieuse. Longue histoire, ai-je dit. Voici Julien. C'est un ami de Grégory.
Julien a serré la main de Victoria avec un charme facile. Ravi de vous rencontrer. Annabelle m'a dit des choses merveilleuses sur vous. Les yeux de Victoria se sont légèrement plissés, ses instincts protecteurs pleinement engagés. Vraiment? Parce qu'elle vient de vous rencontrer il y a 1 heure. Victoria, ai-je dit doucement. C'est bon. Vraiment. Les serveurs ont commencé à apporter le premier plat, une composition de salade complexe qui coûtait probablement plus que mes courses de la semaine. J'ai poussé la nourriture dans mon assiette, les nerfs me coupant complètement l'appétit. Julien a mangé calmement, faisant occasionnellement la conversation avec d'autres invités à notre table, jouant le rôle de l'invité de mariage charmant à la perfection. De l'autre côté de la salle, ma mère continuait de me lancer des regards qui promettaient de sérieuses conséquences. Mon père avait l'air perplexe, comme s'il essayait de résoudre une équation qui refusait de s'équilibrer. Claudia semblait inconsciente, trop absorbée par sa propre célébration pour remarquer la moindre tension familiale. Le repas s'est poursuivi avec plusieurs plats élaborés. Les serveurs ont débarrassé les assiettes et rempli les verres avec une efficacité rodée. L'orchestre jouait une musique de fond douce. Tout était parfait, exactement comme Claudia l'avait méticuleusement planifié pendant des mois. Puis le témoin s'est levé pour porter son toast. C'était le colocataire de Grégory à l'université, quelqu'un de sociable et drôle qui a raconté des histoires clairement conçues pour embarrasser tout en charmant. Les invités ont ri au bon moment. Grégory a souri d'un air penaud. Claudia a fait semblant d'être scandalisée, mais a clairement adoré chaque seconde d'attention. Quand le témoin a fini sous des applaudissements enthousiastes, la demoiselle d'honneur s'est levée. C'était une des amies de Claudia de la faculté de droit, élégante et impressionnamment articulée. Son toast était élégant, évoquant comment Claudia inspirait tout le monde autour d'elle à être meilleure, à viser plus haut, à ne jamais se contenter de moins que l'extraordinaire. J'ai écouté sa description de ma sœur et j'ai reconnu la vérité dans chaque mot. Claudia inspirait les gens. Elle était exceptionnelle à tous les égards mesurables, mais quelque part en chemin, son exceptionnalisme était devenu la norme impossible à laquelle j'étais constamment mesurée et perpétuellement jugée insuffisante. La demoiselle d'honneur s'est assise sous d'autres applaudissements enthousiastes. Les verres ont tinté. Claudia a essuyé une seule larme délicate. Le moment était absolument parfait, exactement ce qu'elle méritait. Puis Julien s'est levé. La salle s'est progressivement calmée, des murmures confus se propageant dans la foule comme de l'eau agitée. Ce n'était pas au programme. Les toasts étaient censés être terminés. Qui était cet homme, et pourquoi interrompait-il? Excusez-moi, a dit Julien, sa voix portant sans effort dans tout l'espace. Je sais que je ne suis pas sur la liste officielle des toasts, mais j'espère que vous me permettrez de prendre quelques minutes. Grégory a semblé perplexe, mais a hoché lentement la tête. Le sourire parfait de Claudia a légèrement vacillé. L'expression de ma mère s'est transformée en glace absolue. Je m'appelle Julien Ashford, a-t-il continué. Je suis un ami de Grégory de l'école de commerce, et je suis ici aujourd'hui parce que j'ai été ému par une histoire que je pense que tout le monde devrait entendre. Une histoire sur ce que signifie vraiment être une famille. Mon cœur battait si violemment que je pensais que tout le monde devait l'entendre. Victoria a attrapé ma main sous la table, sa poigne douloureusement serrée. Il y a 1 mois, j'ai assisté au dîner de répétition de ce mariage, a dit Julien, sa voix stable et claire. C'était charmant. Excellente nourriture, lieu magnifique. Tous les gens que Grégory et Claudia aiment réunis pour célébrer leur amour. Mais j'ai remarqué quelque chose ce soir-là, quelque chose qui m'a profondément troublé. Il a fait une pause délibérée, laissant la tension monter comme une vague qui prend de la force. Les invités se sont agités inconfortablement sur leurs chaises. Il y avait une jeune femme à ce dîner qui a aidé un serveur quand personne d'autre ne l'a fait, qui a remercié chaque membre du personnel par son nom, qui est restée même si elle était clairement malheureuse parce qu'elle croyait que c'était la bonne chose à faire. Cette jeune femme est assise ici aujourd'hui et elle s'appelle Annabelle. Tous les yeux se sont tournés vers moi instantanément. Je me suis senti complètement nu, exposé, chaque instinct me criant de fuir. Mais la voix de Julien m'a maintenu ancré. Annabelle est la sœur cadette de Claudia. Elle a 20 ans. Et le jour de son 20e anniversaire, il y a exactement 1 mois aujourd'hui, toute sa famille s'est envolée pour Rome sans elle. Ils l'ont laissée seule pour célébrer ce qui aurait dû être une étape importante parce qu'ils étaient trop occupés à planifier ce mariage pour se souvenir qu'elle comptait. Des halètements audibles ont résonné dans la foule. Ma mère s'est levée brusquement, le visage rouge vif.
C'est totalement inapproprié. Asseyez-vous immédiatement. J'ai presque fini, a dit Julien calmement, sans céder un pouce. Aujourd'hui, Annabelle était assise à la table 17, à côté des toilettes, la table de débordement réservée aux parents éloignés et aux invitations obligatoires. Tandis que les amis de sa sœur avaient des places d'honneur, Annabelle était cachée comme quelque chose d'embarrassant, comme quelqu'un qui n'avait pas sa place au mariage de sa propre sœur. L'expression de Claudia s'est visiblement effondrée, le choc est quelque chose qui aurait pu être une véritable honte traversant ses traits. Grégory avait l'air absolument horrifié. Mon père était assis, figé, prêtant enfin une réelle attention. Mais voici ce que je veux que tout le monde sache, a continué Julien, sa voix s'adoucissant légèrement. La grand-mère d'Annabelle, décédée il y a 3 ans, a vu quelque chose que ses parents ne peuvent apparemment pas voir. Elle a vu une jeune femme gentille, réfléchie et remarquable qui méritait d'être chérie. Elle a laissé à Annabelle un fonds en fiducie de 250 000 $, accessible à 21 ans, de l'argent destiné à lui donner des choix, la liberté et l'indépendance. De l'argent dont ses parents ont décidé de ne pas lui parler parce qu'ils ne voulaient rien qui puisse détourner l'attention de ce mariage. Le silence était maintenant absolument complet. Même l'orchestre s'était arrêté de jouer au milieu d'une note. Ma mère se tenait tremblante, la fureur et l'humiliation se livrant une bataille visible sur son visage. Je ne raconte pas cette histoire pour gâcher la journée de qui que ce soit, a dit Julien, ses yeux trouvant les miens à travers la salle bondée. Je la raconte parce qu'Annabelle mérite d'être vue. Elle mérite de savoir que quelqu'un l'estime, qu'elle est digne des premières loges, des célébrations d'anniversaire et de tout l'amour que sa famille a prodigué exclusivement à sa sœur. Et peut-être, si nous avons beaucoup de chance, ce sera le moment qui changera enfin la façon dont sa famille la voit. Il a levé son verre bien haut, le cristal captant magnifiquement la lumière. À Annabelle, puisse-t-elle toujours connaître sa valeur, même quand les autres l'oublient. Et à Grégory et Claudia, que votre mariage soit rempli de l'amour inconditionnel que chaque membre de la famille mérite. Il a bu profondément, puis s'est assis. Le silence s'est étiré pendant ce qui a semblé une éternité. Puis Victoria a commencé à applaudir, lentement d'abord, puis de plus en plus fort et insistant. D'autres invités se sont joints à elle avec hésitation, incertains, mais clairement émus. Les applaudissements ont augmenté progressivement jusqu'à remplir tout l'espace, et je suis restée assise, complètement figée, des larmes coulant sur mon visage, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Claudia se leva lentement, son calme parfait complètement brisé. Elle me regarda de l'autre côté de la pièce et pour la première fois de ma vie, je vis ma sœur me voir vraiment. Pas comme une pensée après coup ou un devoir ou un décor, mais comme quelqu'un qu'elle avait vraiment blessé. Annabelle, dit-elle, sa voix se brisant visiblement. Je ne savais pas pour la table. Je veux dire, maman a arrangé les places, et j'ai juste supposé que tu étais d'accord avec l'endroit où il t'avait mise. Je suis tellement désolé. Ma mère a enfin retrouvé sa voix, aiguë d'une indignation à peine contrôlée. Comment osez-vous? C'est le jour de Claudia. Vous n'avez absolument aucun droit de le faire tourner autour de vous. Je ne l'ai pas fait tourner autour de moi, dis-je doucement, me levant sur des jambes tremblantes. Ma voix a tenu, malgré tout. Julien a dit la vérité. La vérité que vous évitez tous depuis des années. Je suis aussi ta fille, maman. Je suis la sœur de Claudia. Mais vous me traitez comme si j'étais invisible. Comme si je ne comptais pas du tout, à moins que je ne vous sois utile. Mon père se leva à son tour, sa précision d'ingénieur habituelle s'effritant en une confusion visible. Nous avons pourvu à tes besoins, t'avons donné un foyer, une éducation, tout ce dont tu as besoin. Que pourrais-tu vouloir de plus? Je veux que vous vous souveniez de mon anniversaire, dis-je, et ma voix se brisa enfin. Je veux m'asseoir avec la famille au mariage de ma sœur au lieu d'être caché à côté des toilettes. Je veux qu'on me dise quand ma grand-mère me laisse de l'argent parce qu'elle m'aimait assez pour penser à mon avenir. Je veux ce que vous donnez à Claudia sans même qu'elle ait à le demander. Je veux compter. La réception a sombré dans un chaos complet. Certains invités avaient l'air profondément embarrassés, détournant les yeux. D'autres chuchotaient frénétiquement à leurs compagnons. Quelques-uns tamponnaient leurs yeux avec des serviettes. Ma mère se tenait tremblante, apparemment incapable de formuler la moindre réponse. Mon père avait l'air de quelqu'un à qui on venait d'expliquer un concept dans une langue qu'il ne parlait pas. Et Claudia a traversé la pièce, sa robe de mariée élaborée bruissant à chaque pas, et m'a serré dans une étreinte si forte que j'avais à peine pu respirer. Je suis désolé,
a-t-elle chuchoté directement contre mes cheveux. Je suis tellement désolé. J'ai été complètement égoïste, égocentrique. Je n'ai pas vu comment il te traitait parce que j'étais trop occupé à profiter d'être la favorite. Mais je le vois maintenant, et je suis vraiment désolé. Je me suis accroché à ma sœur, 20 ans de douleur accumulée se déversant en sanglots que je ne pouvais plus contenir ni contrôler. Elle me tenait fermement, et pour la toute première fois, j'ai senti qu'elle était vraiment présente, qu'elle me voyait vraiment comme une personne plutôt que comme une obligation. Quand nous nous sommes enfin séparés, j'ai vu mes parents toujours debout, figés à leur place, et j'ai su instinctivement que ce n'était que le début. Un toast n'avait pas effacé par magie des décennies de négligence systématique. Mais il avait fissuré quelque chose de fondamental, forcé une confrontation là où il n'y avait eu qu'une acceptation silencieuse et misérable. Julien est apparu à mes côtés, sa main trouvant la mienne avec une douce certitude. « Ça va ? » ?»« Je ne sais pas, » ai-je admis honnêtement. « Mais merci de m'avoir vu, d'avoir parlé quand je ne le pouvais pas, toujours, » a-t-il dit simplement, et je l'ai cru complètement. La réception n'a jamais complètement retrouvé sa perfection antérieure. Les invités ont essayé vaillamment de retrouver l'ambiance festive, mais une tension lourde flottait dans l'air comme l'humidité avant un orage d'été. Certaines personnes m'ont approché avec des sourires d'excuses, marmonnant des phrases maladroites sur la complexité des familles. D'autres ont évité tout contact visuel, embarrassés par l'exposition publique d'un dysfonctionnement aussi profond. Ma mère s'est retirée dans un coin avec mon père, parlant en chuchotement furieux dont je pouvais entendre des fragments. Alors que je me déplaçais prudemment dans la pièce, des mots comme « humiliation »,« ingrate » et « gâché » flottaient dans l'espace. Mais j'ai aussi entendu mon père dire quelque chose qui ressemblait remarquablement à « peut-être qu'elle a raison », ce qui était plus d'autoréflexion sincère que je n'en avais jamais été témoin de sa part. Claudia et Grégory ont coupé le gâteau élaboré avec des sourires visiblement crispés. L'orchestre a joué avec enthousiasme. Les gens ont dansé avec une gaieté forcée, mais la perfection s'était visiblement fissurée, et tout le monde pouvait voir les profondes fissures en dessous. Victoria m'a acculé près du bar, son expression absolument féroce. C'était la chose la plus incroyable que j'ai jamais vue de toute ma vie. « Tu vas bien ? Vraiment, vraiment bien ? » « Je crois que oui, » ai-je dit, surprise de réaliser que c'était en fait vrai. Je me sens terrifié, exalté et malade à la fois. « C'est tout à fait raisonnable, » a dit fermement Victoria. « Tu viens de bouleverser toute la dynamique de ta famille devant 300 témoins. » Julien l'a bouleversé, ai-je corrigé automatiquement. J'ai juste accepté de le laisser faire. C'est exactement la même chose. Tu as choisi d'être vu. Ça demande un vrai courage. J'ai jeté un coup d'œil à la réception, regardant ma sœur naviguer dans sa célébration complètement perturbée avec beaucoup plus de grâce que je n'en aurais été capable à sa place. Je ne voulais pas gâcher son mariage. Tu n'as rien gâché, a dit Julien, rejoignant notre conversation avec 2 nouvelles coupes de champagne. Tu as dit la vérité. Si ça a gâché quelque chose, c'est que ce quelque chose était déjà fondamentalement brisé. Alors que le soir tombait lentement, la réception s'est progressivement terminée. Les invités sont partis avec des adieux incertains, ne sachant manifestement pas s'il fallait offrir des félicitations ou des condoléances. Claudia et Grégory sont finalement partis pour leur suite nuptiale, mais pas avant que Claudia ne me prenne à part une dernière fois. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit, son maquillage soigneusement appliqué maintenant complètement maculé de larmes. Vraiment parler. Pas seulement des politesses de surface. Pas aujourd'hui, évidemment, mais bientôt. Quand Grégory et moi reviendrons de notre lune de miel, je veux qu'on dîne ensemble. Juste nous deux. Je veux comprendre tout ce que j'ai manqué. D'accord, ai-je dit doucement. Ça me plairait vraiment. Elle m'a de nouveau serré dans ses bras, et cette fois, c'était complètement réel. Pas performatif ou obligatoire ou fait pour les apparences, mais une connexion humaine authentique. Quand elle est partie, je me suis retrouvé seul un bref instant, contemplant les restes de la réception élaborée. Les fleurs s'épanouissaient encore abondamment sur chaque surface. Le gâteau était à moitié consommé. Des flûtes de champagne vides jonchaient les tables partout. Tout avait été absolument parfait jusqu'à ce que, soudainement, ce ne le soit plus. Julien est apparu à côté de moi, sa veste nonchalamment jetée sur un bras. « On sort d'ici ? » « Mon Dieu, oui, » ai-je dit avec conviction. Nous nous sommes éclipsés alors que les serveurs commençaient le nettoyage, nous échappant dans l'air frais du soir.
La voiture de Julien était garée sur le parking, une berline noire élégante qui parlait de succès sans ostentation inutile. « Où va-t-on » a-t-il demandé alors que nous montions. « N'importe où sauf à la maison » ai-je dit fermement. « Je ne pense pas pouvoir affronter mes parents ce soir. »« Alors, allons-y. Quelque part de vraiment agréable où tu pourras digérer tout ça sans interruption constante. » Il nous a conduits à un hôtel de charme dans le centre-ville de Denver, le genre d'endroit élégant que je n'avais jamais pu me permettre avec mon budget d'étudiante. Le hall était tout en marbre poli et en éclairage doux, élégant sans être prétentieux ni intimidant. Julien s'est occupé de la réservation pendant que je restais là, engourdi, portant toujours ma robe bleu pâle, me sentant complètement déconnecté de la réalité. La chambre qu'il a obtenue était magnifique, avec des fenêtres allant du sol au plafond donnant sur les lumières scintillantes de la ville. Je me suis affalé sur le lit moelleux et je me suis enfin laissé ressentir absolument tout ce que j'avais désespérément réprimé. « Merci », ai-je dit quand Julien est sorti de la salle de bain avec un verre d'eau fraîche. « Pour tout. Je ne sais pas comment je pourrai jamais te rembourser pour ce que tu as fait ce soir. »« Tu ne me dois absolument rien », a dit Julien en s'installant dans un fauteuil confortable en face du lit. « Je l'ai fait parce que c'était juste et parce que tu méritais d'avoir quelqu'un fermement de ton côté. »« Mais pourquoi ?» ai-je demandé, la question que je retenais enfin émergeant. « Tu ne me connais pas du tout. Nous n'avions même jamais parlé avant aujourd'hui. Pourquoi risquer autant pour une parfaite inconnue ?» Julien est resté silencieux un long moment, ses yeux gris inhabituels pensifs et lointains. « Je t'ai parlé de ma famille, d'être le fils invisible. Ce que je ne t'ai pas dit, c'est que j'ai passé toute ma vingtaine en colère, amère. J'ai construit mon entreprise en partie par dépit, voulant désespérément leur prouver à tous qu'ils avaient tort. Et j'ai réussi financièrement au-delà de toutes les attentes. Mais j'étais absolument misérable parce que je vivais encore entièrement en réaction à eux. » Il se pencha en avant, les mains jointes entre ses genoux. Puis j'ai rencontré une thérapeute qui m'a posé une question qui a absolument tout changé. Elle m'a demandé, que feriez-vous différemment si vous pouviez remonter le temps et sauver votre jeune moi? Et j'ai réalisé que je ne pouvais pas sauver cette version de moi, mais que je pouvais aider quelqu'un d'autre qui était exactement là où j'avais été. Alors, quand je t'ai vu à ce dîner de répétition, ayant l'air exactement comme je me sentais à ton âge, j'ai décidé de faire quelque chose de significatif à ce sujet. Vous avez changé toute ma vie aujourd'hui, ai-je chuchoté. Oui, a simplement convenu Julien. C'est différent maintenant. Ta famille devra affronter la façon dont ils t'ont traité. Tu auras bientôt accès à l'argent de ta grand-mère, ce qui signifie que tu auras de vrais choix. Tu peux déménager, changer d'université si tu veux, recommencer à zéro quelque part où ton histoire ne te définit pas complètement. La question est, que veux-tu vraiment? J'y ai réfléchi attentivement. Pendant 20 ans, j'avais voulu que mes parents me remarquent, qu'ils m'aiment comme ils aimaient Claudia. Mais peut-être que ça avait toujours été le mauvais objectif. Je veux sentir que je compte, dis-je lentement. Pas à cause de ce que j'accomplis ou de mon utilité, mais simplement parce que j'existe. Je veux des relations où je n'ai pas à gagner constamment de l'affection. Et je veux enseigner. Je veux aider les enfants qui se sentent invisibles comme moi, pour qu'ils sachent que quelqu'un les voit vraiment. Julien a souri chaleureusement. Ce sont de bons désirs, des désirs louables. Et tu sais quoi? Tu peux tous les avoir, à partir de maintenant. Nous avons parlé pendant des heures. Il m'a parlé davantage de son entreprise, du travail qu'il faisait pour financer des startups et des idées innovantes. Je lui ai parlé de mes cours d'éducation, des plans de cours que j'avais déjà commencé à créer, même si je n'étais qu'en première année. Nous avons parlé de livres, de musique, de Denver et de rêves. Et quelque part dans cette longue conversation, j'ai réalisé que j'avais trouvé quelque chose que je n'avais jamais attendu. Un ami, un vrai, qui me voyait complètement et choisissait d'être de mon côté quand même. Vers minuit, Julien s'est levé pour partir. Repose-toi. Demain sera intense quand tu affronteras tes parents. Mais souviens-toi, tu as des options maintenant, de vraies options. Tu n'es pas obligé d'accepter ce qu'ils t'offrent. Tu peux exiger mieux. Est-ce que je te reverrai? Ai-je demandé, craignant soudain que ce ne soit qu'une intervention ponctuelle. Absolument, a dit fermement Julien. Je suis investi maintenant. De plus, je veux vraiment savoir comment se passera la confrontation familiale. Il est parti et je suis resté allongé dans le lit de l'hôtel, fixant le plafond, rejouant chaque instant de la journée.
Le mariage de ma sœur avait été parfait jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Le dysfonctionnement de ma famille avait été caché jusqu'à ce qu'il soit exposé. Et j'avais été invisible jusqu'à ce que quelqu'un décide que je méritais d'être vu. Je me suis endormi en pensant à ma grand-mère, l'imaginant sourire de tout ce chaos, heureuse que son argent me donne les choix qu'elle avait toujours voulu que j'aie. Le lendemain matin, je suis rentré à la maison pour trouver mes parents assis rigidement à la table de la cuisine, un tableau tendu de confrontation forcée. Les yeux de ma mère étaient rouges et gonflés de larmes évidentes. Mon père avait l'air complètement épuisé. « Il faut qu'on parle », a dit ma mère en entrant, sa voix aussi fragile que de la glace mince. « Oui », ai-je convenu calmement. « Absolument. » Ce qui a suivi n'a pas été facile ni confortable. Ma mère a essayé désespérément de défendre ses choix, insistant sur le fait qu'elle m'avait toujours aimé de la même manière, mais que Claudia avait eu besoin de plus d'attention en raison de ses ambitions remarquables. Mon père a admis qu'il n'avait pas remarqué à quel point je me sentais isolé, qu'il avait supposé à tort que le silence signifiait le contentement plutôt que la résignation. Je leur ai tout dit avec une honnêteté brutale. Comment mon anniversaire oublié m'avait semblé un abandon complet. Comment être assise à côté des toilettes avait confirmé chaque crainte que j'avais sur ma place dans leur cœur. Comment apprendre l'existence du fonds en fiducie de Julien au lieu de m'avait fait plus mal que tout, parce que cela prouvait qu'ils me voyaient comme quelqu'un à gérer plutôt qu'à inclure dans la famille. Ils ont écouté, bien qu'il reste incertain s'ils m'ont vraiment entendu. Ma mère s'est excusée, bien que cela ait semblé creux et défensif. Mon père avait l'air vraiment secoué, son esprit logique luttant visiblement pour traiter les données émotionnelles. Je veux déménager, leur ai-je dit fermement. Quand j'aurai 21 ans et que je pourrai accéder à l'argent de grand-mère, je prendrai mon propre appartement. Je finirai mes études et je commencerai ma vie selon mes propres termes. Tu n'as pas à attendre, a dit mon père doucement, me surprenant. Nous t'aiderons à trouver un endroit, à payer la caution, tout ce dont tu as réellement besoin. Je l'ai étudié attentivement, cherchant la manipulation, mais ne trouvant que ce qui semblait être un regret sincère. Peut-être qu'il était capable d'un vrai changement. Peut-être qu'ils l'étaient tous les deux. Mais je n'allais pas attendre pour le savoir. Merci, ai-je dit simplement. J'accepte votre offre. Au cours des semaines suivantes, la dynamique de ma famille a changé de manière à la fois profonde et subtile. Claudia est revenue de sa lune de miel absolument déterminée à construire une vraie relation avec moi. Nous avons commencé à déjeuner tous les mardis, des conversations qui semblaient authentiques au lieu d'être obligatoires. Elle a admis qu'elle avait été si intensément concentrée sur son propre succès qu'elle n'avait jamais considéré ce que son ombre signifiait pour moi. Mes parents ont fait plus d'efforts, bien que des décennies de schémas enracinés se soient avérés difficiles à briser du jour au lendemain. Ils se sont souvenus de mon anniversaire pour la première fois quand j'ai eu 21 ans, avec un petit dîner où j'étais réellement au centre de l'attention. Ce n'était pas parfait, mais c'était quelque chose. Et Julien est devenu une présence constante et stable dans ma vie. Pas romantique, bien que je n'y aurais pas objecté, mais quelque chose de plus profond et de plus significatif, un mentor, un ami, quelqu'un qui avait décidé que je valais la peine d'investir et n'avait jamais dévié de cette conviction. Il m'a aidé à trouver un bel appartement près du campus, m'a présenté à des gens des cercles de l'éducation de Denver, m'a offert des conseils quand j'avais des difficultés et a célébré chaque petite victoire. Et lentement, progressivement, j'ai commencé à croire ce qu'il m'avait dit ce premier jour. J'avais ma place. Je comptais. J'étais digne d'être vu. 6 mois après le mariage, Julien m'a invité à prendre un café à notre endroit habituel du centre-ville. Il semblait excité par quelque chose, contenant à peine son énergie. J'ai réfléchi, a-t-il dit une fois installé dans notre coin préféré. Tu te souviens quand je t'ai dit que je voulais aider quelqu'un de la même manière que j'aurais aimé que quelqu'un m'aide? Bien sûr que je m'en souviens. Je lance une fondation. Rien de massif au début, mais axé spécifiquement sur le soutien aux jeunes qui se sentent invisibles dans leur famille. Accès à la thérapie, soutien éducatif, programme de mentorat. Et je veux que tu y participes. J'ai cligné des yeux, complètement surprise. Y participer? Comment exactement? En tant que consultante, pour m'aider à comprendre ce dont les enfants ont réellement besoin. Peut-être en dirigeant certains programmes éventuellement, si ça t'intéresse. Tu pourrais faire ça en parallèle de l'enseignement, gagner un revenu supplémentaire tout en faisant quelque chose de vraiment significatif. Julien, je ne peux pas te demander de créer des opportunités pour moi. Tu ne demandes pas,
je te l'offre parce que tu comprends ce travail d'une manière que la plupart des gens ne comprennent fondamentalement pas. Tu l'as vécu et maintenant tu enseignes à des enfants qui le vivent aussi. Cette perspective est absolument inestimable. J'ai pensé à tous les enfants invisibles qui passeraient par ma classe au fil des ans, à tout ce que je pourrais faire de plus avec de vraies ressources derrière moi. Oui, ai-je dit. Je suis définitivement partante. Ma dernière année d'université est passée en un clin d'œil, entre stages d'enseignement, cours et planification de la fondation. Julien et moi nous rencontrions chaque semaine pour développer des programmes. Victoria apportait sa contribution grâce à ses études de psychologie. Même Claudia a contribué, offrant son expertise juridique sur la structuration des organisations à but non lucratif. Ma famille était devenue une équipe, imparfaite mais fonctionnelle, chacun contribuant à sa mesure. La remise des diplômes a eu lieu en mai. Mes parents y ont assisté, assis dans le public avec une fierté visible sur leur visage. Claudia est venue aussi, maintenant visiblement enceinte de son premier enfant, acclamant bruyamment lorsque j'ai traversé la scène. Julien m'attendait après avec des fleurs et un sourire. Tu l'as fait. On l'a fait, ai-je corrigé. Je ne serais pas là sans ce que tu as fait à ce mariage. Tu aurais trouvé ton chemin de toute façon, a dit Julien. J'ai juste accéléré le calendrier. Cet été-là, j'ai commencé à enseigner dans ma propre classe avec 28 élèves de 4e année qui me regardaient avec un mélange d'espoir et d'anxiété. J'ai immédiatement reconnu les invisibles. Sophie, qui se tenait à l'écart des autres. Marcus, qui bégayait. Jennifer, dont les vêtements usés la faisaient se recroqueviller. David, dont les difficultés de lecture l'avaient catalogué comme lent. Je me suis assuré qu'ils aient tous des moments pour briller. Les idées de Sophie lors des discussions littéraires ont été mises en avant. Le travail écrit de Marcus a été célébré. Le talent artistique de Jennifer a été mis en valeur. La pensée mathématique de David a été louée publiquement. Lentement mais sûrement, ma classe est devenue un endroit où être ignoré n'était tout simplement pas une option. La fondation a officiellement été lancée en août avec 20 élèves et 10 mentors bénévoles. Nous avons mis en relation des enfants ayant besoin de soutien avec des adultes qui se sont engagés à être présents de manière constante. Nous avons fourni une formation aux mentors, des ressources pour les familles et un soutien de suivi tout au long de l'année. Sophie est devenue l'une de nos premières participantes. Grâce à une observation attentive, j'avais remarqué des signes avant-coureurs qui allaient au-delà de la timidité normale. Elle portait souvent les mêmes vêtements plusieurs jours de suite. Elle accumulait la nourriture de la cantine. Elle sursautait aux mouvements brusques. Grâce à la fondation, nous avons mis Sophie en contact avec un thérapeute et un mentor dévoué. Nous lui avons fourni un bon d'achat pour des vêtements, déguisés en prix de classe. Nous nous sommes assurés qu'elle ait des repas réguliers sans que cela ne soit évident. Et lentement, progressivement, elle a commencé à sortir de sa coquille protectrice. En décembre, Sophie se portait volontaire pour lire à haute voix en classe. Elle s'était fait de vrais amis qui la voyaient vraiment. Elle souriait plus souvent, riait plus facilement. Elle avait encore des difficultés, faisait encore face à des défis que je ne pouvais pas entièrement résoudre. Mais elle n'était plus invisible. Tu l'as sauvée, a dit Julien lorsque j'ai partagé les progrès de Sophie lors d'une réunion de la fondation. Je l'ai juste remarqué, ai-je corrigé doucement. De la même manière que tu m'as remarqué. C'est la même chose, a dit Julien, faisant écho à mes paroles de ce jour de mariage transformateur. Et il avait raison. Être vu quand on se sent invisible, ce n'est pas seulement de la gentillesse. C'est une révolution. Au moment de mes 23 ans, la fondation s'était étendue bien au-delà de nos modestes objectifs initiaux. Nous servions maintenant 15 écoles à travers Denver, touchant plus de 300 enfants invisibles qui avaient enfin des adultes engagés à les voir. Ma directrice, Dr Morrison, m'a convoqué dans son bureau un après-midi de fin avril. J'y suis allé nerveusement, toujours conditionné à m'attendre à des critiques malgré des retours constamment positifs. « Asseyez-vous, Annabelle », a-t-elle dit, son expression soigneusement neutre. Je me suis assise, les mains jointes sur mes genoux, attendant. « J'ai observé attentivement votre classe cette année », a-t-elle poursuivi, regardant comment vous interagissez avec les élèves, prêtant une attention particulière aux enfants qui s'épanouissent sous votre enseignement. Mon estomac s'est noué. S'il y a quelque chose que je dois améliorer. Il n'y en a pas, a interrompu fermement Dr Morrison. Vous êtes l'une des meilleures enseignantes que j'ai vues en 30 ans de carrière, mais ce n'est pas pour ça que je vous ai convoqué.
Elle se pencha en avant, son expression devenant sérieuse. Je veux vous offrir un poste élargi l'année prochaine, pas seulement l'enseignement, bien que vous aurez toujours votre classe. Je veux que vous développiez un programme de mentorat complet ici à l'école. Quelque chose de similaire à ce que vous faites avec votre fondation, mais intégré directement dans notre structure. Poste rémunéré, responsabilité supplémentaire, mais un impact potentiellement énorme. Je la fixai, luttant pour comprendre. Vous voulez que je construise un programme? Je veux que vous identifiez les élèves invisibles et que vous vous assuriez absolument qu'ils soient vus, a dit clairement Dr Morrison. Vous avez un don pour ça, Annabelle. Utilisons-le pour aider plus d'enfants. Des larmes me piquèrent les yeux. Il y a 2 ans, j'étais assise à côté des toilettes au mariage de ma sœur, invisible même pour ma propre famille. Maintenant, on me reconnaissait professionnellement pour ma capacité à voir les autres. Oui, ai-je dit. Absolument, oui. Cet été-là, je me suis consacré entièrement à la conception du programme de mentorat de l'école. Julien a fourni des conseils stratégiques et la fondation a offert un financement supplémentaire. Victoria m'a aidé à créer des outils d'évaluation pour identifier les élèves en difficulté. Claudia, maintenant mère elle-même, a offert son expertise juridique pour structurer le programme afin d'éviter les problèmes de responsabilité. À la rentrée d'août, le programme a été lancé avec 20 élèves et 10 mentors bénévoles soigneusement formés. Nous avons mis en relation des enfants ayant besoin de soutien avec des adultes qui se sont engagés à être présents de manière constante. Nous avons fourni une formation approfondie aux mentors, des ressources pour les familles et un suivi continu. Sophie, maintenant en 5e année dans la classe d'un autre enseignant, est devenue une paire mentor pour les plus jeunes élèves. Elle a aidé à identifier les enfants en difficulté, utilisant sa propre expérience douloureuse pour reconnaître les signes que les autres manquaient constamment. J'étais invisible, a-t-elle dit à un groupe de nouveaux mentors lors d'une formation. Mademoiselle Annabelle m'a vu et ça a absolument tout changé. Maintenant, je veux voir les autres enfants aussi. Le programme a prospéré au-delà de toutes les projections. Les élèves qui étaient en échec ont commencé à réussir scolairement. Les problèmes de discipline ont considérablement diminué car les enfants se sentaient remarqués et valorisés. Les enseignants ont signalé une dynamique de classe nettement meilleure et les familles ont commencé à s'engager plus pleinement, se sentant soutenues plutôt que jugées. Pendant les vacances d'hiver, Dr Morrison m'a de nouveau prise à part. Le surintendant du district veut vous rencontrer personnellement. Ils envisagent de mettre en œuvre votre programme dans toutes les écoles primaires. Mon programme, quelque chose que j'avais construit directement à partir de ma propre douleur, s'étendant maintenant pour aider des centaines d'enfants invisibles. C'est incroyable, ai-je chuchoté. Vous êtes incroyable, a corrigé fermement Dr Morrison. Assumez-le, Annabelle. La réunion avec le surintendant a dépassé mes espoirs les plus fous. Elle était passionnée par le bien-être des élèves, frustrée par les approches traditionnelles qui manquaient constamment les enfants en difficulté. Elle voulait de l'innovation, et mon programme offrait exactement cela. Nous commencerons par un projet pilote dans 3 écoles l'année prochaine, a-t-elle expliqué. S'il réussit, nous le déploierons dans tout le district. Vous formerez d'autres coordinateurs, développerez le programme, superviserez la mise en œuvre. Êtes-vous prête pour ce niveau de responsabilité? J'ai pensé à la fille que j'étais à 20 ans, assise seule le jour de son anniversaire. J'ai pensé à l'intervention de Julien et au fond en fiducie de ma grand-mère et à chaque moment qui avait conduit à celui-ci. Je suis prête, ai-je dit. Pendant ce temps, les conséquences s'étaient tranquillement accumulées pour mes parents. Claudia s'était progressivement éloignée d'eux, digérant sa propre complicité dans ma négligence et choisissant de construire quelque chose de mieux avec ses propres enfants. Les membres de la famille élargie qui avaient été témoins du toast de mariage de Julien ont commencé à remettre en question d'autres dynamiques familiales, mal à l'aise avec leur propre habilitation passive. Les collègues de mon père à son cabinet d'ingénierie avaient appris l'existence de mon travail de fondation grâce à un article de presse locale. Plusieurs l'ont approché en privé pour lui dire à quel point ils étaient impressionnés par sa fille, le forçant à affronter le fait qu'il avait longtemps rejeté mes aspirations comme étant sans importance. Ma mère a perdu son poste de direction dans son club de lecture lorsque les membres ont appris toute l'histoire de la façon dont elle m'avait traité. Le groupe a collectivement décidé que quelqu'un qui pouvait ignorer son propre enfant ne devrait pas guider leurs discussions communautaires. Les conséquences sociales n'étaient pas dramatiques ou publiquement humiliantes, mais elles étaient persistantes, une exclusion progressive qui reflétait la façon dont ils m'avaient autrefois exclu. Ils ont ressenti le poids d'être invisibles pour des gens qui les appréciaient autrefois.
Et dans cette expérience inconfortable, ils ont enfin commencé à comprendre. 3 ans après le mariage de Claudia, je me suis retrouvé debout à un podium devant le Conseil de l'éducation de Denver. Le programme de mentorat pour les élèves invisibles s'était étendu à 15 écoles, desservant plus de 300 enfants. Les mesures de succès ont dépassé toutes les projections. Et maintenant, je présentais une proposition complète pour une mise en œuvre à l'échelle du district. Mes parents étaient assis dans le public, l'air plus âgé mais en quelque sorte plus doux. Claudia tenait son tout petit sur ses genoux, son ventre de femme enceinte évident sous sa robe. Victoria avait pris congé de ses stages de médecine pour assister. Et Julien était assis au premier rang, son expression rayonnant de fierté et d'encouragement. J'avais 24 ans. J'avais mon propre appartement, ma propre carrière, ma propre vie construite à partir de choix intentionnels plutôt que d'attentes par défaut. Et j'étais sur le point de plaider pour les enfants invisibles devant des personnes qui pouvaient apporter un changement systémique. Bonsoir, ai-je commencé, ma voix stable malgré les nerfs. Je m'appelle Annabelle, et j'ai été invisible pendant 20 ans. J'ai raconté mon histoire sans honte. Pas les détails humiliants, mais la vérité essentielle. Une famille qui m'a systématiquement ignoré. Une grand-mère qui me voyait même après la mort. Un étranger qui a décidé que je valais la peine de se battre. Et un voyage de l'invisibilité à la finalité. Chaque école a des élèves invisibles, ai-je poursuivi. Des enfants qui sont présents mais pas vraiment vus, qui luttent en silence, échouent en silence, souffrent sans que personne ne s'en aperçoive. Les systèmes traditionnels les manquent parce qu'ils sont conçus pour attraper les problèmes dramatiques. Mais l'invisibilité est insidieuse. Elle érode progressivement l'estime de soi, crée des blessures qui durent toute une vie. J'ai présenté des données, des études de cas détaillées, des mesures de succès. J'ai montré comment mon programme identifiait les élèves à risque avant qu'ils ne deviennent des statistiques. J'ai démontré la rentabilité et l'évolutivité. J'ai plaidé non seulement avec émotion, bien que l'émotion soit présente, mais avec des preuves, une stratégie et des résultats prouvés. Quand j'ai eu fini, le conseil a posé des questions réfléchies sur la mise en œuvre, la durabilité et les défis potentiels. J'ai répondu à chacune avec soin, en m'appuyant sur 3 ans d'expérience et le soutien d'une équipe dévouée qui avait aidé à affiner chaque aspect du programme. Le vote a été unanime, mise en œuvre à l'échelle du district à partir de la prochaine année scolaire. Après, mes parents se sont approchés avec hésitation. Les yeux de ma mère étaient humides de larmes. « Je suis si fière de toi », a-t-elle dit, sa voix se brisant. « Ce que tu as construit, ce que tu fais, c'est vraiment remarquable. »« Merci », ai-je dit, acceptant les louanges mais n'en ayant plus besoin comme autrefois. Mon père m'a serré dans ses bras. Maladroit, mais sincère. « Je suis désolé qu'il nous ait fallu si longtemps pour te voir correctement, mais je suis reconnaissant que nous l'ayons enfin fait. »« Moi aussi », ai-je dit honnêtement. Claudia m'a enveloppé dans une étreinte prudente, consciente de son ventre de femme enceinte. « Tu changes des vies, petite sœur. J'espère que mes enfants seront à moitié aussi compatissants que toi. » Ils le seront, l'ai-je assuré. Parce que tu es déjà engagé à les voir. Julien a attendu que ma famille se soit éloignée avant de s'approcher. Tu as été brillante là-haut. J'étais terrifié, ai-je admis. La terreur et la brillance ne sont pas mutuellement exclusives, a dit chaleureusement Julien. Tu as construit quelque chose d'incroyable, Annabelle. Quelque chose qui nous survivra à tous les deux. Ta grand-mère serait si fière. Je pense qu'elle le savait, ai-je dit doucement. L'argent qu'elle m'a laissé. Ce n'était pas seulement pour la sécurité financière. C'était pour me donner la liberté de devenir quelqu'un qui pourrait faire ce travail. Elle a vu qui je pourrais être même quand je ne le pouvais pas, tout comme je t'ai vu à ce mariage, a dit Julien. Tu as changé ma vie ce jour-là, lui ai-je dit, pas pour la première fois, mais avec une compréhension renouvelée. Pas seulement en exposant le dysfonctionnement de ma famille, mais en me montrant que je valais la peine de me battre. Ce simple acte de témoignage m'a donné la permission de croire que je comptais. Tu as toujours compté, a dit Julien. Je t'ai juste aidé à le réaliser. La fondation a continué de croître de manière exponentielle. Nous avons élargi les services, embauché plus de personnel, atteint plus d'enfants dans plusieurs districts. J'ai formé des coordinateurs, leur apprenant à reconnaître l'invisibilité et à y répondre avec une attention intentionnelle. Le travail était épuisant et épanouissant à parts égales. Sophie, maintenant en 8e année, faisait du bénévolat à la fondation pendant les étés.
Elle avait décidé de devenir enseignante elle-même. Inspirée par le fait d'avoir été vue aux plus vulnérables, elle irait à l'université grâce à des bourses que la fondation l'a aidé à obtenir, poursuivant le cycle de transformation. Marcus a joué dans le programme de théâtre de son lycée, sa confiance bâtie sur des encouragements précoces. L'œuvre de Jennifer était accrochée dans notre bureau de la fondation, un rappel constant de ce qui se passe lorsque le talent est nourri au lieu d'être rejeté. David a excellé en mathématiques avancées, la preuve que les étiquettes peuvent être surmontées avec un soutien approprié. Chaque élève représentait une vie transformée parce que quelqu'un avait choisi de remarquer. Le jour de mon 25e anniversaire, exactement 5 ans après que ma famille se soit envolée pour Rome sans moi, j'ai organisé un dîner dans mon appartement. Victoria a apporté du vin. Claudia et Grégory sont venus avec leurs 2 enfants. Mes parents sont arrivés avec des fleurs et des excuses qui semblaient encore nécessaires, mais qui devenaient progressivement moins fréquentes. Et Julien a apporté le dessert de ma boulangerie préférée, la même que nous avions visitée pour la première fois lorsque j'étais perdue et incertaine. Nous nous sommes réunis autour de ma petite table à manger, les assiettes pleines de nourriture, la conversation coulant facilement. C'était aussi ça, la famille, construite non seulement sur l'obligation du sang, mais sur le choix, l'effort et l'engagement à être meilleur. Je veux porter un toast, a dit Julien en levant son verre. Il y a 5 ans, Annabelle était invisible pour presque tout le monde dans cette pièce. Aujourd'hui, elle change la politique de l'éducation à travers Denver et inspire d'innombrables enfants à croire qu'ils comptent. Cette transformation est remarquable. Mais voici ce que je veux que tout le monde se souvienne. Annabelle a toujours été cette personne. Le potentiel a toujours été là. Elle avait juste besoin que quelqu'un le voie. Et se battre pour ça, ai-je ajouté doucement. Parfois, être vu ne suffit pas, ai-je poursuivi, regardant autour de la table les visages qui étaient devenus ma famille choisie. Parfois, quelqu'un doit être prêt à mettre les gens mal à l'aise, à perturber les fictions polies, à insister sur le fait que la négligence a des conséquences. Ma mère a légèrement tressailli, mais a hoché la tête. Les blessures guérissaient encore, même après des années. C'était normal. Certaines blessures demandaient du temps. À Annabelle, a dit Julien, et à chaque personne invisible qui mérite d'être vue. Nous avons bu. Et j'ai senti le poids de tout ce qui avait changé. Je n'étais plus la fille assise seule le jour de son anniversaire. Je n'étais plus la sœur reléguée à un siège dans un coin. Je n'étais plus invisible, mais j'étais aussi toujours elle, portant ses expériences comme un carburant plutôt que comme des blessures. Chaque élève invisible que j'aidais, je l'aidais pour elle. Chaque programme que je construisais, je le construisais pour cette jeune femme de 20 ans solitaire qui pensait qu'elle ne comptait pas. Le travail de la fondation a continué de s'étendre. Au moment de mes 26 ans, nous avions établi des programmes dans 23 écoles de 3 districts. Le modèle était étudié par les départements de l'éducation d'autres États. Je me suis rendu à des conférences, partageant notre méthodologie, enseignant aux autres comment identifier et soutenir les enfants invisibles. Mes parents avaient appris, par des conséquences sociales persistantes, que leur attention sélective m'avait non seulement blessé, mais avait également eu des répercussions sur leur propre vie de manière qu'ils découvraient encore. Plusieurs des collègues de mon père avaient discrètement cessé de l'inviter à des rassemblements sociaux après avoir appris comment sa famille m'avait traité. Ma mère s'est retrouvée exclue de groupes communautaires qu'elle avait autrefois dirigés, faisant face à la même invisibilité qu'elle m'avait autrefois imposée. Ils ont ressenti le poids d'être ignorés par des gens qui les appréciaient autrefois. Et dans cette expérience, ils ont enfin compris ce qu'ils m'avaient fait pendant 20 ans. Claudia était devenue l'une de mes plus proches alliées. Son 2e enfant est né en bonne santé, et elle a abordé la maternité avec une intention délibérée, déterminée à ne pas reproduire les erreurs de nos parents. Elle me consultait régulièrement sur la manière de s'assurer que les 2 enfants se sentent également valorisés, comment célébrer les forces individuelles sans créer de hiérarchie. J'ai peur de devenir comme maman, a-t-elle admis un après-midi alors que nous regardions ses enfants jouer. De faire du favoritisme sans le vouloir. Tu ne le feras pas, l'ai-je assuré. Parce que tu en es déjà consciente. Cette prise de conscience fait toute la différence. Victoria a obtenu son diplôme de médecine et a commencé son internat à l'hôpital général de Denver. La fondation de Julien avait grandi au-delà de sa vision initiale, desservant maintenant des centaines de familles à travers le Colorado. Et j'ai continué à construire des programmes, à enseigner aux élèves et à créer des espaces où les enfants invisibles pouvaient enfin être vus. La vengeance que j'avais prise n'était pas dramatique ou cruelle, mais elle était complète et totale.
J'avais transformé la douleur en but, utilisé la négligence comme motivation pour m'assurer que d'autres enfants ne ressentent jamais ce que j'avais ressenti. Et ce faisant, j'avais construit une vie bien plus riche que tout ce que mes parents avaient imaginé pour moi. Leur rejet avait été leur perte, pas la mienne. Un soir de fin d'automne, j'ai reçu un appel d'un producteur d'une émission matinale nationale. Ils avaient entendu parler de mon travail et voulaient présenter le programme « Élève invisible ». J'aurai 5 minutes à la télévision en direct pour expliquer notre méthodologie et notre impact. J'ai immédiatement appelé Julien. Ils me veulent à la télévision nationale. Bien sûr qu'ils le veulent, a-t-il dit calmement. Tu fais un travail révolutionnaire. Tu es nerveuse? Terrifiée. Bien. Ça veut dire que ça compte. Tu seras brillante. Le matin de l'interview, je me suis réveillée tôt et je me suis habillée avec soin, professionnelle mais accessible, compétente mais chaleureuse. J'ai pensé à Sophie, Marcus, Jennifer et David et à des centaines d'autres enfants dont la vie avait changé parce que quelqu'un avait choisi de les voir. J'ai pensé à ma grand-mère, qui m'avait donné des choix grâce à son fonds en fiducie. J'ai pensé à Julien, qui s'était levé au mariage de ma sœur et avait forcé tout le monde à me voir. Et j'ai pensé à cette jeune fille de 20 ans solitaire, assise à côté des toilettes, croyant qu'elle ne comptait pas. L'interview s'est déroulée parfaitement. J'ai parlé des enfants invisibles avec passion et expertise. J'ai expliqué clairement notre méthodologie. J'ai partagé des histoires de réussite sans violer la vie privée. Et quand l'animateur m'a demandé ce qui avait inspiré ce travail, j'ai dit la vérité. J'ai été invisible pendant 20 ans dans ma propre famille. Quelqu'un m'a vu quand même. Et ça a tout changé. Le segment est devenu viral. En quelques jours, j'ai reçu des centaines de mails de parents, d'enseignants et d'enfants qui comprenaient exactement de quoi je parlais. Des écoles de tout le pays ont demandé des informations sur la mise en œuvre de programmes similaires. Les dons ont afflué à la fondation. Mes parents ont regardé l'interview depuis leur domicile. Mon père a appelé après, la voix pleine d'émotion. Je t'ai vu, Annabelle. Vraiment vu. Et je suis tellement désolé qu'il nous ait fallu si longtemps. Dans les semaines qui ont suivi, mes parents ont appris que leur décennie de négligence les avait finalement rattrapés de manière qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Leurs amis les plus proches s'étaient discrètement éloignés après que l'interview soit devenue virale, mal à l'aise d'être associés à des parents qui avaient si mal traité leur fille. Le frère cadet de mon père, mon oncle Thomas, a appelé pour exprimer sa déception quant à la façon dont il m'avait élevé, tendant une relation qui avait duré 50 ans. La sœur de ma mère a envoyé une lettre détaillant comment elle avait toujours soupçonné que quelque chose n'allait pas, mais était restée silencieuse et regrettait maintenant sa complicité. Leur communauté ecclésiale, après avoir appris toute l'histoire, a cessé de les inviter à des postes de direction et à des rassemblements sociaux. Même leur conseiller financier a mentionné l'interview lors d'une réunion, notant à quel point ils devaient être fiers de moi maintenant, l'accent non dit sur « maintenant », soulignant leurs échecs passés. Ils se sont sentis de plus en plus isolés, expérimentant de première main la solitude et l'exclusion qu'ils m'avaient autrefois imposée. Et le poids de cette reconnaissance les a changés d'une manière que les mots n'auraient jamais pu. J'ai continué à construire des programmes, à enseigner aux élèves et à créer des espaces où les enfants invisibles pouvaient être vus. La vengeance que j'avais prise n'était pas dramatique ou cruelle, mais elle était complète. J'avais transformé la douleur en but, utilisé la négligence comme motivation pour m'assurer que d'autres enfants ne ressentent jamais ce que j'avais ressenti, et ce faisant, j'avais construit une vie bien plus riche que tout ce que mes parents avaient imaginé pour moi, prouvant que leur rejet avait été leur perte, pas la mienne. En regardant vers l'avenir, je savais que mon voyage de fille invisible à défenseur visible n'était pas terminé, mais continu. Chaque jour offrant de nouvelles opportunités de choisir de voir les oubliés et de me souvenir qu'être remarqué quand on se sent invisible n'est pas seulement de la gentillesse, mais une révolution. Et alors que je me tenais dans ma classe chaque matin, saluant les élèves par leur nom, m'assurant que chaque enfant sache qu'il comptait, je portais avec moi le souvenir de cette fille assise à côté des toilettes. Et je m'assurais qu'elle sache que son histoire avait un but, que sa douleur avait un sens, et que son invisibilité avait enfin, et de manière permanente, pris fin.